Il existe un moment étrange, presque imperceptible, où la vie t'arrête sans te prévenir. Ce n'est ni un choc, ni un effondrement spectaculaire. C'est un ralentissement, une sorte de respiration inversée, comme si ton âme se souvenait soudain de tout ce qu'elle a dû porter pour continuer d'avancer. Tu t'assois quelque part, sur le bord d'un lit, au coin d'un couloir, dans un silence qui ne ressemble pas au silence habituel, et tu sens que quelque chose en toi vient de céder. Pas briser, pas exploser, juste céder, comme un fil trop tendu qui relâche sa tension d'un coup, comme un murmure intérieur qui dit doucement « Je ne peux plus tout tenir en même temps ». Ce moment arrive toujours sans prévenir. Et pourtant, il s'installe comme un vieil ami que tu n'as jamais invité. Il t'oblige à regarder ton passé non pas comme une suite d'événements, mais comme un poids qui, sans que tu t'en rendes compte, a modelé tes gestes, ta voix, ta manière d'aimer, ta manière de respirer même. Tu réalises alors que la fatigue que tu ressens n'est pas la fatigue du corps. C'est la fatigue de l'esprit qui a trop longtemps performé la force. La fatigue du cœur qui a encaissé sans se défendre. La fatigue d'une sensibilité qui a dû apprendre à se cacher pour survivre. Ce n'est pas de la résilience et ce n'est pas du calme. C'est une forme de sagesse usée, comme si tu avais grandi dans des pièces trop petites pour ton âme. Une sagesse que tu n'as pas choisie, mais que la vie t'a imposée lorsque tu n'avais pas encore les mots pour te protéger. Et dans ce moment suspendu, quelque chose d'essentiel apparaît. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a traversé des chapitres difficiles. Tu es quelqu'un qui a continué malgré tout. Tu es quelqu'un qui a appris à porter son monde intérieur sans en parler. Tu es quelqu'un qui s'est construit dans le silence, dans l'observation, dans les nuances que les autres ne voient pas. Cet instant, ce premier effondrement silencieux, n'est pas la fin. C'est le commencement. Le commencement d'une vérité que tu n'avais jamais osé écouter. Celle que ta sensibilité n'est pas un défaut, mais une cartographie, une trace de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as compris, de tout ce que tu n'as jamais dit. Et pour la première fois, tu te demandes, que ferait ma vie si je m'autorisais enfin à respirer sans me défendre? L'architecture intérieure de ceux qui ont trop vécu. Il y a des êtres qui se construisent différemment, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que la vie les oblige à réorganiser leur monde intérieur pièce par pièce, comme une maison qui doit être réparée en pleine tempête. Rien n'est jamais stable assez longtemps pour qu'ils puissent bâtir tranquillement. Ils apprennent donc à consolider les murs pendant qu'ils vibrent encore, à replacer les fondations alors que le sol tremble sous leurs pieds. Et ce processus laisse des traces, invisibles mais profondes. L'architecture intérieure de quelqu'un qui a vécu trop de choses ne suit pas les plans habituels. Elle ne commence pas par la joie, ni par l'innocence, ni par les repères sûrs. Elle commence par une urgence, une nécessité primitive, survivre émotionnellement. C'est cette nécessité qui sculpte les premiers couloirs, les premières portes, les premières fenêtres. Et très tôt, la personne comprend que sa maison intérieure devra être flexible, capable d'absorber des secousses sans s'effondrer. Dans ces existences-là, il n'y a pas de mur parfaitement droit. Il n'y a que des réparations, des couches de protection invisibles, des angles étranges qui ne correspondent à aucun manuel de psychologie classique. L'enfance, l'adolescence, les premières années d'adulte, tout devient un chantier permanent où l'on apprend à faire face avant même d'apprendre à vivre. Tu peux souvent reconnaître ces personnes à la manière dont elles observent le monde. Leur regard reste quelques secondes de plus sur les visages, sur les gestes, sur les silences entre deux phrases. Elles scrutent non par méfiance, mais par habitude. Le danger pour elles n'est jamais abstrait. Il a toujours eu une forme, une voix, une heure de la journée. Alors, elles ont appris à surveiller, même lorsque rien ne menace vraiment. Leur vigilance n'est pas une paranoïa, c'est un héritage. Et cette vigilance crée un langage intérieur que peu maîtrisent.
Un langage fait d'intuitions, de micro-sensations, de signaux faibles. Elle ressent quand l'atmosphère change, quand quelqu'un se crispe légèrement, quand un mot prononcé différemment signifie quelque chose de plus lourd. Elle ne devine pas, elle détecte. Elle ne surinterprète peut-être pas. Elles perçoivent des nuances que les autres n'ont jamais dû apprendre à voir. Mais cette sensibilité accrue a un prix. Pour survivre à trop de chaos, l'esprit développe des pièces supplémentaires à l'intérieur de lui-même, des pièces de repli. Là où d'autres expriment spontanément, elles se taisent. Là où d'autres demandent, elles s'excusent. Là où d'autres s'indignent, elles se contiennent. C'est dans ces pièces secrètes que naissent les mécanismes d'autoprotection, la suranalyse, la prévision du pire, la tendance à revisiter mentalement les conversations, le besoin de tout anticiper pour éviter une nouvelle douleur. Ces comportements ne sont pas des défauts, ni des fragilités. Ce sont des murs porteurs, des structures que le psychisme a dressées pour continuer à exister même lorsque tout semblait impossible à contenir. Imagine un instant ce que cela signifie. Vivre dans un esprit qui doit constamment réorganiser sa cartographie émotionnelle. Chaque souvenir devient un outil, chaque douleur devient une alerte, chaque déception devient un croquis pour éviter la suivante. Et malgré ce travail silencieux, personne autour ne le voit. Parce que ces personnes ne montrent rien. Parce qu'elles ont appris très tôt que montrer, c'est risquer d'être incomprises. Mais l'architecture intérieure ne se limite pas à la défense. Il y a aussi une beauté certaine dans la manière dont elles se reconstruisent. Leur résilience n'est pas rigide. Elle est souple, fluide, presque organique. Elles se plient sans rompre. Elles absorbent sans se perdre. Elles reprennent forme après chaque impact, différemment peut-être, mais toujours avec un sens nouveau, une compréhension plus fine de la vie. Il existe chez elles une maturité silencieuse, une forme de sagesse précoce qui déroute. On les perçoit comme stables, profondes, responsables, mais personne ne devine que cette stabilité a été forgée sous pression, qu'elle n'est pas un caractère, mais un mécanisme, qu'elle n'est pas un choix, mais une adaptation. Cette adaptation crée des êtres capables de sentir ce qui ne se voit pas. La fatigue derrière un sourire, la peur cachée sous une phrase légère, le mensonge dans une intonation, la tristesse dans un regard détourné. Ils comprennent les autres instinctivement, mais se comprennent rarement eux-mêmes avec la même douceur. Et pourtant, dans cette architecture complexe, un secret demeure. Ceux qui ont trop vécu ne construisent pas seulement des défenses, ils construisent aussi des ponts vers les autres, vers la compréhension, vers l'humanité. Même lorsqu'ils pensent être fermés, ils sont ouverts autrement, par l'écoute, par l'observation, par une forme de compassion intuitive. Car leur maison intérieure, avec ses pièces renforcées, ses couloirs réaménagés, ses portes qui grincent, reste un espace vibrant, un espace où la douleur a laissé des fissures, oui, mais aussi où la lumière s'infiltre par ces mêmes fissures. C'est cette lumière qui transforme leur histoire. C'est elle qui fait d'eux des êtres capables de voir la complexité, là où d'autres ne voient que la surface. C'est elle qui fait de leur fragilité une forme inhabituelle de force. Une force douce, discrète, presque invisible, mais réelle. Et si tu observes attentivement, tu remarqueras quelque chose. Les personnes qui ont trop vécu ne parlent jamais de leur architecture intérieure. Elles la vivent, elles la connaissent, elles la portent. Et parfois, sans le vouloir, elles t'invitent à y entrer, non pas pour te montrer leurs cicatrices, mais pour t'apprendre que même un cœur reconstruit peut battre autrement, plus doucement, mais plus profondément. La tendresse naît de la douleur. Il existe une douceur particulière chez ceux qui ont traversé trop d'hivers intérieurs. Une douceur qui n'a rien à voir avec la naïveté, rien à voir avec la légèreté naturelle qu'on trouve chez ceux que la vie a épargnés. Non, cette douceur-là s'est forgée. Elle naît dans des endroits sombres, dans des silences lourds, dans des chapitres où l'on apprend à respirer entre deux tempêtes. Elle ne vient pas de ce qu'on a reçu, mais de ce qu'on a compris.
Ceux qui ont vécu trop de choses comprennent la douleur, non pas comme un concept, mais comme une langue. Une langue qu'ils n'ont jamais souhaité apprendre, mais qu'ils maîtrisent à force d'en avoir entendu chaque syllabe résonner dans leur poitrine. Et comme toute langue acquise par nécessité, elle s'imprime dans les gestes, dans les regards, dans la manière d'écouter. Elle façonne une empathie rare, presque instinctive, une capacité à sentir ce qui n'a pas encore été dit. On dit souvent que les personnes sensibles ressentent tout trop fort. Mais ceux qui ont trop vécu ne ressentent pas seulement fort. Ils ressentent juste. Ils ressentent avant les mots, avant la logique, avant les explications. Ils perçoivent les micro-changements d'une voix, les hésitations dans une phrase, la tension qui s'insinue dans un silence. Ce ne sont pas des intuitions mystiques, c'est une connaissance incorporée, un sens qui s'est aiguisé pour survivre dans des environnements où l'imprévisible était dangereux. Et parce qu'ils savent reconnaître la douleur, ils ne la redoutent pas chez les autres. Ils la reconnaissent comme on reconnaît un paysage déjà traversé, un terrain familier, parfois difficile, mais compréhensible. Alors ils s'adoucissent, ils parlent plus lentement, ils posent des questions avec une délicatesse presque invisible. Ils laissent des espaces où l'autre peut respirer. Leur empathie n'est jamais intrusive. Elle est accueillante, ouverte, discrète. Le paradoxe, c'est que cette empathie est souvent prise pour de la maturité émotionnelle. On les décrit comme sages, calmes, apaisants, comme si cette atmosphère autour d'eux était un don naturel. Mais ce que les autres appellent sagesse n'est souvent qu'une trace, une cicatrice bien refermée, mais toujours sensible. Ils n'ont pas choisi d'être des refuges. Ils ont simplement compris trop tôt ce que cela signifie d'avoir besoin d'un refuge sans jamais en trouver un. Si tu as déjà été une de ces personnes, tu le sais. On apprend à consoler les autres avant même d'avoir appris à se consoler soi-même. On apprend à écouter parce que personne n'écoutait quand c'était ton tour. On apprend à comprendre parce qu'on aurait voulu un jour être compris. Et cette dynamique crée une forme de tendresse qui ne ressemble à aucune autre. Une tendresse profonde, mais épuisante. Une tendresse qui coûte de l'énergie, mais qui semble impossible à refuser. Les personnes qui ont trop vécu deviennent souvent celles qui sentent quand quelqu'un n'est pas bien, même si ce quelqu'un s'efforce de sourire. Elles sentent l'agitation sous une blague, la peur sous une accusation, la fatigue derrière un compliment. Elles savent reconnaître le masque, parce qu'elles en portent un teint depuis longtemps. Et lorsqu'elles voient quelqu'un se débattre derrière le sien, elles ouvrent la porte, sans demander de justification. Mais cette porte ouverte a un prix, l'épuisement émotionnel. Non pas l'épuisement visible, spectaculaire, qui inquiète l'entourage. Non, un épuisement silencieux, diffus, qui se glisse dans les épaules, dans les pensées, dans le souffle. Un épuisement de l'âme. C'est le genre de fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. C'est une fatigue qui demande quelque chose que ces personnes ne savent pas demander. La permission de s'effondrer un peu. La permission d'être faible, insécure, perdu. La permission de dire « Aujourd'hui, je ne peux pas être le refuge de quelqu'un. J'aurais juste besoin que quelqu'un soit le mien. » Mais elles ne le disent presque jamais. Pourquoi ? Parce que dans leur histoire, la vulnérabilité n'a jamais été une main tendue. Elle a été un risque. Alors, elles continuent d'être douces. Elles continuent d'être patientes. Elles continuent d'être présentes, même lorsque leur propre cœur tremble un peu. Et le monde, touché par cette douceur, s'y repose sans comprendre ce que cette douceur coûte à celui qui la donne. Le plus beau, pourtant, c'est ceci. Malgré l'épuisement, malgré les nuits où leur esprit tourne sans fin, malgré la charge émotionnelle qu'elles portent pour les autres, elles ne deviennent pas amères, elles ne deviennent pas dures, elles ne deviennent pas distantes. Au contraire, leur tendresse continue de s'affiner. Elle devient plus précise, plus profonde, plus vraie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris quelque chose que beaucoup ignorent. La douleur n'enlève pas la capacité d'aimer.
elle enlève seulement la capacité d'aimer superficiellement. Et alors naît une nouvelle forme d'amour. Un amour attentif, un amour silencieux, un amour qui ne s'impose pas, qui ne réclame rien, qui se contente parfois d'être une présence stable. Un amour qui ne cherche pas à sauver, mais à accompagner. Ceux qui ont trop vécu aiment avec précision. Ils voient les détails, la manière dont quelqu'un dépose sa tasse, la façon dont il évite certains sujets, le changement d'énergie lorsqu'un souvenir remonte. Ils aiment avec tout ce qu'ils sont, mais rarement avec tout ce qu'ils montrent, parce qu'ils savent que dévoiler trop tôt, c'est risquer trop grand. Et pourtant, malgré leur prudence, malgré leur fatigue, malgré leur histoire, ils continuent d'aimer. Ils continuent de tendre la main. Ils continuent de créer une atmosphère où l'on peut respirer sans être jugé. C'est cette persistance, cette fidélité silencieuse à la compassion qui fait d'eux des êtres profondément humains. Et même si le monde ne comprend jamais entièrement la source de leur douceur, il en ressent les effets. Car la tendresse née de la douleur n'est pas une faiblesse. C'est une résolution, un choix d'être humain malgré tout. Et dans ce choix, il y a une beauté rare, celle d'un cœur qui a survécu à la tempête, mais qui, au lieu de devenir pierre, a choisi de devenir lumière. Quand le cœur ressent fort, mais s'ouvre lentement, il y a chez certaines personnes une étrange danse intérieure entre l'intensité et la retenue, une dualité qui intrigue ceux qui les croisent. Comment peut-on ressentir si profondément et pourtant se protéger si instinctivement? Comment peut-on aimer avec une telle sincérité et pourtant hésiter à s'ouvrir? Cette question ne trouve sa réponse que dans l'histoire émotionnelle de ceux qui ont trop vécu. Ces êtres-là ne sont pas froids, ils ne sont pas distants, ils ne sont pas difficiles à atteindre, ils sont seulement prudents, d'une prudence qui n'est ni rationnelle ni volontaire, mais corporelle, presque physiologique. Leur cœur connaît le prix des ouvertures trop rapides. Leur esprit se souvient des moments où la confiance, donnée trop tôt, s'est retournée contre eux comme un écho douloureux. Ainsi, lorsqu'un lien naît, lorsqu'une affection s'esquisse, lorsqu'un regard dure une seconde que de trop, ils ressentent un frisson subtil, un mélange de désir et de méfiance. Leur cœur avance, mais leur mémoire tire doucement en arrière. Ce n'est pas une hésitation capricieuse, c'est un instinct façonné par l'histoire. Ils aiment profondément, mais ils aiment lentement. Ils s'ouvrent sincèrement, mais par couches, comme si chaque vérité dévoilée devait être portée dans la paume de la main avec une infinie délicatesse. Ils mesurent tout, les mots, les silences, la manière dont l'autre respire lorsqu'il parle. Leur sensibilité devient une loupe, leur prudence devient un filtre. Et pourtant, malgré cette lenteur, il y a chez eux une intensité qui dépasse tout. Quand ils aiment, ils ne se contentent peut-être pas d'aimer en surface. Ils aiment avec la profondeur de quelqu'un qui a observé l'âme humaine depuis longtemps. Ils aiment avec les nuances, avec les détails, avec la capacité rare de percevoir ce que même l'autre n'a pas encore compris de lui-même. Mais cette intensité vient avec une fragilité, la peur du changement de ton, la peur du silence soudain, la peur d'une incohérence dans le comportement. Pas parce qu'ils doutent de la personne en face d'eux, mais parce que leur corps se souvient. Il se souvient des moments où tout allait bien, jusqu'à ce que tout s'effondre. Il se souvient des chutes inattendues, des portes qui se ferment sans avertir, des promesses qui disparaissent, comme si elles n'avaient jamais été prononcées. Ainsi naît cette émotion subtile, l'appréhension du bonheur. Ils veulent être heureux, mais chaque moment de tranquillité active un petit capteur interne. Une alarme douce qui murmure « Ne te repose pas trop, le sol n'est peut-être pas aussi stable que tu le crois. » Oh, ce n'est pas du pessimisme, c'est de la protection. Et c'est que cette protection qui crée la dualité. À l'extérieur, il semble calme, posé, présent. À l'intérieur, il navigue continuellement entre l'élan et la retenue, entre la soif d'attachement et le besoin de se préserver. Parfois, lorsqu'il sent une connexion réelle s'approcher, il recule légèrement, pas pour fuir,
pour vérifier, pour observer si la présence demeure même lorsqu'ils ne tendent plus la main. Ils veulent savoir si l'autre reste par choix, et non par habitude. Ils veulent distinguer l'intérêt sincère de la simple curiosité. Il est difficile pour eux de croire aux gestes spontanés, non pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils ont appris que la spontanéité peut parfois cacher l'inconstance. Ils ont besoin de cohérence, de continuité, de chaleur régulière. Ils ne cherchent pas des déclarations grandioses, ils cherchent des présences stables. Dans un monde où beaucoup aiment bruyamment, eux aiment en silence. Dans un monde où beaucoup promettent facilement, eux observent. Dans un monde où beaucoup jouent avec les émotions, eux les prennent tellement au sérieux qu'ils avancent avec une prudence presque sacrée. Cette prudence peut être mal comprise. On les accuse parfois de ne pas savoir s'abandonner, de garder trop de distance, de mettre du temps à faire confiance. Mais si l'on écoute vraiment, on comprend que cette lenteur n'est pas une barrière. C'est une manière de dire « ce que je ressens est trop précieux pour être donné sans soin ». Et lorsque malgré tout, ils s'ouvrent, c'est un moment rare. Un moment où leur voix tremble un peu, où leur regard se fixe plus longtemps, où une vérité intérieure glisse enfin hors de son refuge. Ce moment n'est jamais spectaculaire. Il est discret, intime, presque sacré. Mais il marque un tournant. Car lorsqu'une personne qui a trop vécu s'ouvre, elle ne s'ouvre pas à moitié. Elle donne une version d'elle-même que presque personne n'a vue. La version sans armure, la version douce, vulnérable, sans filtre. Et cette version est belle parce qu'elle n'existe que dans des espaces sûrs, parce qu'elle ne se montre que lorsque leur corps cesse de penser qu'il doit se défendre, parce qu'elle reflète une vérité profonde, malgré les douleurs, malgré les cicatrices, malgré les blessures anciennes. Ils veulent encore aimer, ils veulent encore croire, ils veulent encore essayer. Mais leur amour a une particularité. Il n'est jamais destructeur, il n'engloutit pas, il ne manipule pas, il ne réclame pas, il offre, il accompagne, il intensifie ce qui est déjà bon et apaise ce qui est fragile. Ils aiment comme on tient un objet précieux, avec les deux mains, avec une attention totale, avec la conscience que la beauté mérite plus que la hâte. Ils aiment avec la profondeur de quelqu'un qui a appris à lire les âmes. Ils aiment avec le soin de quelqu'un qui sait à quel point il est difficile de se recoller quand on a été brisé. Et dans cette manière d'aimer, il y a une vérité rare. Ceux qui ont trop vécu ne cherchent pas quelqu'un qui leur ressemble. Ils cherchent quelqu'un qui les rassure, quelqu'un qui ne se moque pas de leur lenteur, quelqu'un qui ne confond pas leur prudence avec de l'indifférence, quelqu'un qui comprend que leur cœur n'est pas fermé, il est délicat. Et ce cœur, lorsqu'il décide enfin de se donner entièrement, devient un trésor d'authenticité, de patience, d'intuition, de profondeur. Un trésor qui ne promet pas de toujours tout comprendre, mais promet de toujours essayer. Un trésor qui ne cherche pas à être parfait, mais à être vrai. Dans cette vérité se trouve le secret. Les personnes qui ont trop vécu ne sont pas difficiles à aimer. Elles demandent seulement un amour qui ne blesse pas, un amour qui rassure plus qu'il ne perturbe, un amour qui accueille plus qu'il ne questionne, un amour qui comprend que derrière leur prudence se cache un cœur immense, prêt à tout donner, mais seulement lorsqu'il se sent enfin en sécurité. Transformer le poids en lumière. Il arrive un moment, souvent invisible aux yeux du monde, où les personnes qui ont trop vécu commencent à se transformer. Ce n'est pas une transformation spectaculaire. Il n'y a ni révélation soudaine, ni victoires éclatantes, ni renaissance dramatique, comme dans les histoires qu'on raconte pour inspirer. Non, cette transformation est subtile, presque imperceptible, comme une lumière qui change légèrement la couleur d'une pièce, une lumière née de l'intérieur. Pendant longtemps, leur existence a ressemblé à une marche dans la pénombre. Ils avançaient avec précaution, leur cœur les guidant à travers un labyrinthe de souvenirs, de peurs,
d'hypersensibilité. Chaque pas était mesuré. Chaque geste était calculé pour éviter de réveiller des blessures trop anciennes. Mais quelque chose, lentement, commence à se modifier. Une question douce apparaît, presque timide. Et si je pouvais enfin vivre autrement ? Cette question n'arrive pas au hasard. Elle émerge lorsque la personne réalise que toutes ces adaptations, toutes ces protections, toutes ces stratégies d'autodéfense lui ont permis une chose essentielle, survivre. Et maintenant, peut-être, survivre ne suffit plus. Peut-être qu'il est temps de faire plus que rester debout. Peut-être qu'il est temps d'avancer autrement, non plus par peur, mais par choix. La transformation commence souvent par une prise de conscience simple. On ne peut pas continuer à vivre dans une maison intérieure construite uniquement pour la défense. On ne peut pas bâtir un avenir sur une architecture qui a été conçue pour résister, mais jamais pour accueillir. Les murs trop solides empêchent aussi la lumière d'entrer. Les portes trop sécurisées empêchent les rencontres inattendues. Les fenêtres trop petites empêchent de voir les paysages nouveaux. Alors, presque inconsciemment, il commence à ouvrir un peu ses fenêtres, peut-être en autorisant une émotion douce à durer quelques secondes de plus, peut-être en répondant à un message sans trop réfléchir, peut-être en posant une limite qu'il n'avait jamais posée auparavant, peut-être en disant non pour la première fois sans s'excuser. Ce sont de petites choses, mais ce sont des révolutions. Et ces révolutions intérieures s'additionnent. Elles construisent une nouvelle pièce dans leur architecture psychologique. La pièce du choix. La pièce où l'on peut se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui m'appartient encore ? Et qu'est-ce qui ne m'appartient plus ? À qui ai-je donné trop de pouvoir sur mes émotions ? Comment puis-je devenir quelqu'un qui se protège sans s'enfermer ? » À ce moment, une nouvelle forme de force apparaît. Une force calme, lucide, consciente. Une force qui ne cherche plus à éviter la douleur, mais à comprendre ce qu'elle a enseigné. Ceux qui ont trop vécu deviennent alors des êtres capables d'une introspection rare. Ils revisitent leurs anciens mécanismes non pas pour se juger, mais pour se libérer. Ils apprennent à distinguer les peurs héritées des peurs réelles. Ils apprennent à reconnaître les réflexes nés du chaos et à ne plus les confondre avec leurs véritables désirs. Et dans cette analyse, une vérité essentielle se révèle. Ce qu'ils pensaient être de la fragilité était en réalité de l'intelligence émotionnelle. Une intelligence née de la nécessité, certes, mais une intelligence tout de même. Une façon unique de lire le monde, de sentir les autres, de comprendre les nuances. Une capacité d'adaptation que beaucoup envieraient, s'ils en comprenaient la source. Alors, les personnes qui ont trop vécu commencent à réécrire leur propre histoire, non pas en effaçant le passé, mais en le replaçant à sa juste place. Elles acceptent que certaines blessures feront toujours partie d'elles, mais qu'elles n'ont plus besoin de gouverner leur vie. Elles comprennent que leurs cicatrices ne sont pas des failles, mais des constellations, des points lumineux qui racontent d'où elles viennent et ce qu'elles ont traversé. Cette réécriture est lente, parfois douloureuse, souvent confuse, mais elle est réelle et elle apporte une paix que ces personnes n'avaient jamais connue auparavant. Petit à petit, elles apprennent à ne plus tout analyser, à ne plus tout prévoir, à ne plus s'attendre à l'impact. Elles apprennent à laisser le présent être le présent. Elles apprennent à faire confiance à des gens qui le méritent réellement. Elles apprennent que la sécurité émotionnelle existe, pas partout, mais quelque part. Leur cœur, autrefois vigilant, commence à battre différemment, moins en réaction, plus en intention, moins en défense, plus en ouverture. Et cette ouverture ne ressemble en rien à celle des autres. Elle est plus lente, plus consciente, plus précieuse, parce qu'elle a été gagnée, non donnée. Le paradoxe magnifique de cette transformation, c'est que ces personnes ne deviennent pas quelqu'un d'autre. Elles deviennent davantage elles-mêmes. Elles redécouvrent des parties d'elles qui avaient été enfermées derrière des murs de survie. La spontanéité, la douceur gratuite, la joie simple, l'insouciance mesurée,
la curiosité non menaçante. Elle recommence à rêver, pas en grand, en vrai. Elle rêve d'un quotidien plus doux, d'une relation stable, d'une maison intérieure où l'on peut vivre, pas seulement se cacher, d'une vie construite sur la paix et non sur la vigilance. Et lorsqu'elles atteignent cette étape, quelque chose d'encore plus profond se produit. Elles deviennent une lumière pour les autres, pas une lumière aveuglante ou héroïque, une lumière tranquille, la lumière de quelqu'un qui sait guider sans imposer, de quelqu'un qui comprend sans juger, de quelqu'un qui porte en lui une sagesse forgée par l'expérience, mais conseillée par la douceur. Elles deviennent ces êtres rares dont la présence suffit à apaiser une pièce. Ces êtres qui, sans effort, donnent envie de ralentir, d'être vrais, de respirer un peu plus profondément, parce que leur lumière n'est pas prétentieuse, elle est humble, elle est née de tout ce qu'ils ont survécu. Et c'est ainsi que ceux qui ont trop vécu, après avoir traversé leurs nuits les plus longues, deviennent ce qu'ils n'auraient jamais imaginé être. Des preuves vivantes que la douleur peut se transformer en compréhension, que la vulnérabilité peut devenir un art, et que les cicatrices peuvent éclairer le chemin au lieu de l'assombrir. Là où la douceur devient un choix, il y a un moment, presque imperceptible, où la vie change sans bruit. Un moment où ceux qui ont trop vécu comprennent enfin que leur histoire ne se résume pas à ce qu'ils ont dû supporter, mais à ce qu'ils ont décidé de devenir malgré tout. C'est un tournant silencieux, une transition douce où l'on découvre que la force ne se trouve pas dans la résistance, mais dans la capacité à se réinventer, encore et encore. Pendant longtemps, ils ont avancé avec prudence, emportant leur monde intérieur comme un objet fragile qu'il fallait protéger à tout prix. Ils ont appris à observer avant d'agir, à ressentir avant de s'exprimer, à réfléchir avant de se confier. Et cette manière d'être, née du besoin de se défendre, est devenue une habitude, presque une seconde peau. Mais un jour, quelque chose se délie. Ce jour-là, ils réalisent qu'ils ne sont plus tenus par leurs anciens réflexes, qu'ils peuvent enfin choisir. Choisir d'être doux, même lorsqu'ils pourraient être durs. Choisir de s'ouvrir, même lorsqu'ils ont appris à se fermer. Choisir de croire en l'avenir, même lorsqu'ils ont connu tant d'effondrements. Car la vérité, c'est que la douceur n'est jamais née de la facilité. Elle naît du courage. Elle naît de la décision consciente de ne pas laisser les blessures dicter la suite. Elle naît de la compréhension intime que la vulnérabilité n'est pas un danger, mais une forme de présence au monde. Et quand ils arrivent à cet endroit, cet espace intérieur où la douceur devient un choix, non un instinct hérité, quelque chose de profond se met à briller en eux. Une lumière discrète, mais continue. Une lumière qui ne cherche pas à attirer l'attention, mais à créer un climat où les autres peuvent exister pleinement. Une lumière qui transforme les cicatrices en sentiers, les silences en paix et les apprentissages douloureux en une sagesse qui ne juge jamais. Ils deviennent alors ces personnes rares, dont la simple présence rassure. Ces personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais dont chaque mot tombe juste. Ces personnes qui ont traversé leur propre tempête et qui, sans le vouloir, deviennent des abris pour ceux qui en traversent encore. Et si toi aussi tu fais partie de ces êtres-là, il y a quelque chose que tu mérites d'entendre. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a survécu à sa vie. Tu es quelqu'un qui l'a transformée. Tu es quelqu'un qui a fait de chaque fracture une ouverture, de chaque peur une compréhension, de chaque nuit un espace où grandir. Tu n'as pas été brisé, tu as été façonné. Et maintenant tu avances avec une force tranquille, celle de ceux qui ont appris que la douceur est parfois la seule vraie forme de puissance.